Nous allons nous intéresser dans ce chapitre qui est assez court au test d'ajustement du Ki2. Alors, si vous cherchez des informations sur le test d'indépendance du Ki2, alors ça n'est pas ici qu'il faut regarder. Si vous avez besoin du test d'indépendance du Ki2, vous le trouverez détaillé dans le chapitre statistiques bivariées. D'accord ? Donc je vous invite à aller le voir dans le chapitre statistiques bivariées. Ici, je parlerai du test d'ajustement du Ki2. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un test? Qu'est-ce que c'est qu'un test du Ki2? Et qu'est-ce que c'est que le test d'ajustement du Ki2? Je vous rappelle qu'un test, c'est une suite d'opérations mathématiques, on peut appeler ça un algorithme, qui vise à répondre à une certaine question par oui ou par non. Donc il va y avoir une question à laquelle, à la fin du test, après toutes ces opérations qui peuvent être longues, on va répondre par oui ou par non. Qu'est-ce que c'est qu'un test du Ki2? L'objectif des tests du Ki2, c'est de répondre par oui ou par non à la question est-ce que ce que j'ai est relativement proche, assez proche de ce que j'aimerais avoir. D'accord? Ça va se détailler, si ça vous paraît confus, ça va se détailler par la suite. D'accord? Donc on compare la situation qu'on a sur le terrain à une situation idéale vers laquelle on aimerait tendre. Et on voudrait savoir si on est suffisamment proche de cette situation pour considérer à peu près qu'on y est, ou si on est trop éloigné de cette situation et qu'on est obligé de dire que non, on est trop éloigné, on n'y est pas. Par exemple, pour le test d'indépendance du Ki2, la situation qu'on considérait comme idéale, c'était l'indépendance au sens strict. Et si on était assez proche de l'indépendance au sens strict, on disait ok, c'est bon, on va considérer que c'est indépendant, même si c'est pas tout à fait indépendant. D'accord ? Pour le test d'ajustement du Ki2, ce sera une autre question qui sera posée. C'est la question qui sera posée pour le test d'ajustement du Ki2, c'est est-ce que les données sont suffisamment proches de suivre une certaine loi de probabilité? Et si elles sont suffisamment proches de suivre une certaine loi de probabilité, on va considérer que le caractère qu'on étudie suit la loi de probabilité, même si ce n'est pas mathématiquement strictement le cas point par point. D'accord ? Donc voilà, donc on va comparer une série statistique avec une distribution théorique. Typiquement, l'exemple de test que je vais vous faire convient mieux aux lois de Poisson et aux lois normales, mais on peut très bien aussi imaginer un test du Ki2 pour comparer avec une loi binomiale ou avec n'importe quelle autre loi d'ailleurs. Le test du Ki2 ne dépend pas de la loi avec laquelle on compare. Il est toujours le même pour toutes les lois. D'accord ? Et donc, est-ce que ce que j'ai est suffisamment proche de suivre une loi de probabilité pour que je puisse dire que ça la suit? Alors le test du Ki2, il est long, il a 4 étapes, on va en détailler 2 dans cette vidéo et puis les autres dans les vidéos suivantes. Alors, on veut voir si une variable aléatoire donc suit une de ces lois-là qu'on aura prédéterminées à l'avance. Par exemple, un hôtel examine les évaluations que lui ont donné 500 internautes. Vous savez qu'on donne des notes aux hôtels de 1 étoile si on n'est pas content du tout, jusqu'à 5 étoiles si on est très très content de l'hôtel. D'accord ? Et voici les évaluations que l'hôtel a obtenues de 500 internautes de son panel. D'accord ? Est-ce que vous comprenez bien ce tableau ? Il y a par exemple 15 internautes qui ont été très très mécontents, qui ont donné 1 étoile, puis 80 internautes qui ont été très très contents et qui ont donné 5 étoiles. Et d'accord ? Donc le directeur de l'hôtel fait des statistiques dessus et peut très bien calculer par exemple la moyenne des notes et l'écart type des notes. Alors comment ferait-il ? Ça, vous devez savoir le faire si vous avez vu le chapitre statistique descriptive. On met ces données-là dans stat1var et on obtient la moyenne et l'écart type, ou alors on calcule la moyenne et l'écart type à la main, ou alors au tableur. D'accord ? Donc toujours est-il qu'on obtient 3,45 étoiles de moyenne avec un écart type d'environ plus ou moins 1,02 étoiles. Si vous avez du mal à les calculer, vous pouvez aller revoir les vidéos qui en parlent. Voilà, donc on a cette note moyenne et cet écart type. Le directeur de l'hôtel veut savoir se demande si ces notes ont vraiment été données par les internautes, par des internautes qui sont indépendants les uns des autres,
ou s'il y a eu des concurrents qui ont mis des faux avis pour le discréditer. Bref, il est un petit peu suspicieux et il va faire le raisonnement suivant. Il va se dire, si ces notes ont été données par des internautes qui ont vraiment été clients de mon hôtel et qui sont tout à fait indépendants les uns des autres, alors elles vont se répartir équitablement autour de la moyenne et je vais donc avoir, ça va donc suivre une courbe, une gaussienne. Je vais avoir beaucoup d'évaluations autour de la moyenne. Et au fur et à mesure que je vais m'éloigner de la moyenne, les évaluations très très positives ou très très négatives vont devenir plus rares. Et donc la répartition de mes notes va suivre une gaussienne, une courbe de loi normale. Et donc, si les internautes ont correctement et honnêtement évalué mon hôtel, je vais avoir une distribution qui ressemble à peu près à une loi normale. Bien évidemment, je ne vais pas avoir exactement une loi normale. Les notes de mes internautes ne vont pas suivre exactement une loi normale. Ça, ce serait miraculeux que tout tombe pile sur la gaussienne. Mais elles vont être assez proches. Donc, je voudrais savoir si ces notes-là sont assez proches d'une loi normale. D'accord ? Quelle loi normale? Une loi normale, ça a deux paramètres, l'espérance et l'écart type de cette loi normale. Donc à votre avis, quelle loi normale on va prendre? On va essayer de comparer ça à une certaine loi normale, mais avec laquelle? Avec quelle espérance? Avec quel écart type? Bien évidemment, les mêmes que celles qu'on a trouvées, faute de mieux. On va comparer ça avec une loi normale d'espérance 3,45 et d'écart type 1,02, puisque ce sont les données qu'on a trouvées et qu'on n'a pas d'autres données. Quelquefois, on a d'autres données et on compare avec une loi normale de paramètres qui n'est pas la moyenne et l'écart type de la distribution qu'on a, parce que on a d'autres renseignements et on sait que ça doit correspondre à une autre loi normale. Mais là, faute de meilleurs renseignements, je vais prendre la moyenne et l'écart type que j'ai ici. D'accord? Donc je vais me demander, est-ce que je peux considérer que la répartition des notes n'est pas très très loin de suivre une loi normale de paramètres 3,45 et 1,02, la moyenne et l'écart type que j'ai trouvé. Et donc ça, c'est le test d'ajustement du Qui2 qui va répondre à cette question, qui va nous dire soit oui c'est bon, c'est pas trop loin de cette loi normale, donc on peut considérer que les notes se répartissent harmonieusement et on n'a pas de raison d'en douter, ou alors ah là non, c'est trop éloigné de suivre une loi normale et il y a un problème dans la répartition des notes. D'accord? Alors, voyons comment nous allons procéder. Ce test du Qui2, il a 4 étapes. On va déjà détailler les 2 premières dans cette vidéo. Donc voilà, on va tester la loi normale de paramètres 3,45 d'espérance et 1,02 d'écart type. Comment va-t-on faire? Déjà un petit peu de vocabulaire. Ce qu'on a ici, les nombres ici, que j'ai entourés en vert, ce sont les réponses de mon panel, c'est ce que j'ai observé sur le terrain. Voilà pourquoi nous allons les appeler les effectifs observés et on va les noter au indice I. Par exemple, O1 vaut 15, O2 vaut 75, O3 vaut 160. D'accord? Donc ça, ce sont les effectifs observés, ce sont les effectifs qu'on a eus sur le terrain. On va donc comparer ces effectifs-là avec les effectifs qu'on aurait eus si ça suivait exactement la loi normale. La situation idéale vers laquelle je tends à me rapprocher, je vais la décrire, je vais dire ce qu'elle est, parce que j'ai besoin de savoir quelle est cette situation idéale pour pouvoir faire la comparaison avec la situation que j'ai. Donc la question, c'est quels auraient été les effectifs si la répartition suivait exactement la loi normale. Et ces effectifs-là, on va les appeler les effectifs théoriques. Et toute l'idée du test du Qui2, c'est de comparer les effectifs observés qu'on a avec les effectifs théoriques qu'on aurait eu dans l'idéal si ça suivait exactement la loi. Alors, la première étape va être le calcul des effectifs théoriques. Comment allons-nous calculer les effectifs théoriques ? Eh bien, on va d'abord calculer les fréquences théoriques, c'est-à-dire les probabilités par la loi normale, et on va multiplier ces fréquences théoriques par 500. On va se dire, le raisonnement, c'est de se dire, si ma répartition suivait exactement la loi normale, combien de personnes auraient donné une étoile? Je vais donc calculer la probabilité de donner une étoile avec la loi normale de paramètres 3,45 et 1,02. Ma calculatrice, mon tableur, me calcule des probabilités par la loi normale, je vais leur demander ces probabilités-là. Et ces probabilités-là, ce sera les fréquences théoriques. Et ces fréquences théoriques, je vais toutes les multiplier par mes 500 internautes pour obtenir les effectifs théoriques. Alors faisons-le. Donc nous rajoutons 2 lignes à notre tableau. Nous en rajouterons une 3e dans une vidéo suivante. D'accord ?
les fréquences théoriques. Quelle est la probabilité d'obtenir une étoile par la loi normale? Donc là, on a un calcul de probabilité par la loi normale. Et c'est là qu'on a un petit problème avec la loi normale qu'on n'aurait pas eu, par exemple, si ça avait été la loi de Poisson. La loi normale, pour la loi normale, on a besoin d'un minimum et d'un maximum. On ne peut pas calculer la probabilité d'une valeur fixe parce que c'est une loi continue. On ne sait pas calculer la probabilité que x égale 1, comme on aurait bien aimé pour une étoile. D'accord? On sait calculer la probabilité qu'une variable aléatoire se trouve entre un minimum et un maximum. C'est-à-dire qu'une étoile, pour moi, c'est pas pratique du tout pour la loi normale. C'est pour ça que quand je suis dans ce cas-là, ça ne se produira pas à chaque fois, mais là, comme j'ai pas d'intervalle et que j'aimerais en avoir un, je vais un peu tricher. Je vais transformer toutes mes notes, une étoile, 2 étoiles, 3 étoiles, etc. Je vais les transformer en intervalles. Pour pouvoir me servir de la loi normale. C'est une petite approximation qui ne nous coûtera pas trop cher. Donc en fait, l'astuce que je vais faire, c'est que je vais dire qu'une étoile, c'est entre 0,5 étoiles et 1,5 étoiles. Je transforme mon 1 en l'intervalle entre 0,5 et 1,5, de telle manière que je puisse calculer la probabilité parce que j'ai un minimum 0,5, un maximum 1,5, et puis la moyenne et l'écart type qui sont les paramètres de ma loi normale. J'ai tout ce qu'il faut pour rentrer ça à la calculatrice ou au tableur. De la même manière, 2 étoiles, je vais dire que c'est entre 1,5 et 2,5. 3 étoiles, ça va être, je vous laisse continuer, entre 2,5 et 3,5, vous voyez bien qu'il y a 3 étoiles au milieu, 4 étoiles entre 3,5 et 4,5, et 5 étoiles entre 4,5 et 5,5. Il est très important d'avoir des intervalles qui se touchent. Là, mon intervalle termine à 1,5 et le suivant commence à 1,5. Il ne doit pas y avoir d'espace vide entre les deux. Et il est très important aussi d'avoir des intervalles où la valeur que vous cherchez se trouve pile au milieu de l'intervalle. D'accord? Vous n'allez pas prendre entre 1 et 2, ici entre 2 et 3. D'accord? C'est ça qui vous donnera les estimations les plus précises. Je pourrais l'expliciter en regardant sur la gaussienne, mais je ne vais pas perdre de temps à faire ça. D'accord. Alors maintenant, je vais rentrer dans ma calculatrice ou dans mon tableur. Minimum 0,5, maximum 1,5, moyenne 3,45 et écart type 1,02. Je calcule une probabilité par la loi normale, exactement comme on a fait dans la vidéo loi normale. Et je trouve fréquence théorique, je trouve ceci. Je trouve ce nombre-là, c'est-à-dire 2,64%. Qu'est-ce que ça veut dire pour mon problème d'hôtel? Ça veut dire que si on suivait exactement la loi normale, 2,64% des internautes auraient donné une étoile. Et je répète exactement la même opération pour 2 étoiles, avec un minimum de 1,5, un maximum de 2,5. Et je trouve 14,83%. Si ma distribution suivait exactement la loi normale, dans le cas idéal, eh ben, j'aurais 14,83% des internautes qui auraient donné 2 étoiles, etc., etc., etc. Je trouve donc les proportions, les répartitions par la loi normale. Je ne l'ai pas fait ici, mais je peux réajuster pour que toutes mes répartitions me donnent un total de 100%. Ce serait l'histoire de faire une règle de 3 sur mes lois normales, mais là je n'y perds pas grand chose, parce que la partie de moins l'infini à 0,5 et de 5,5 à plus l'infini, ces parties-là sont relativement négligeables, on n'y perd pas grand chose. D'accord? Donc maintenant, nous allons calculer les effectifs théoriques, c'est ça qui nous intéresse. On veut pouvoir dire, si ça suivait la loi normale, j'aurais pas 15 internautes ici, j'en aurais combien? J'en aurais ce nombre-là. Et bien là, c'est assez clair, si vous avez bien compris comment nous allons faire. Nous avons 2,64% des internautes qui étaient censés donner une étoile. 2,64% de combien d'internautes? 2,64% de 500. Je vais donc appliquer le pourcentage 2,64% à 500 et je vais faire 2,64% fois 500. Je multiplie ma fréquence théorique par mon effectif total. 2,64% fois 500, ça fait 13,2. Donc je me dis, si ça suivait exactement la loi normale, j'aurais 13,2 internautes qui auraient donné une étoile et pas 15. D'accord? Les effectifs théoriques, vous pouvez laisser la décimale. C'est théorique, ça n'a pas besoin d'être entier. D'accord? Donc vous laissez le 13,2, vous n'arrondissez pas à 13, sinon vous perdez trop de précision. Okay, vous pouvez même laisser 2 chiffres après la virgule. Et si vous travaillez au tableur, on n'y a pas ce problème-là, parce que le tableur travaillera avec beaucoup de chiffres après la virgule. D'accord? Pour 2 étoiles, c'est pareil, je multiplie 0,1483 par 500. Donc ça me fait 74,14.
Pour 3 étoiles, même chose, fréquence théorique fois 500, je vous laisse terminer en mettant la pause peut-être. Voilà, donc si vous l'avez bien fait, vous allez multiplier toutes les fréquences théoriques par 500 et vous trouvez ces nombres-là. Donc voilà, maintenant toute la suite du test. À partir de maintenant, les fréquences théoriques, la ligne fréquence théorique n'a plus aucune importance. Toute la suite du test va répondre à la question: est-ce que les effectifs observés au I sont relativement proches des effectifs théoriques qu'on a obtenus? On va comparer la deuxième ligne nombre d'internautes avec la quatrième ligne effectif théorique. Et on pourrait discuter rien qu'en regardant ici, là, si ça a l'air assez proche ou pas, mais non, il faut une méthode rigoureuse, parce que sinon, deux personnes risquent de ne pas être d'accord entre elles, et on ne voit pas pourquoi on croirait plus l'une que l'autre. Alors, les effectifs théoriques, comme je viens de le signaler là, vont être notés CI. C indice I, C1, C2, C3, C4, C5, suivant leur case. Voilà la notation mathématique des effectifs théoriques dont on se servira plus tard. Ça, c'est la première étape. Calculer les effectifs théoriques pour répondre à la question, dans le cas idéal où ça suit exactement la loi de probabilité, quels effectifs on aurait eu. Alors, deuxième étape, maintenant, ce qu'on appelle vérification des conditions d'application du test. On ne peut pas faire un test du Ki 2 n'importe comment, n'importe quand, il faut que certaines conditions soient réunies. Par exemple, on ne peut pas faire un test du Ki 2 avec très peu de données. Quand on a très peu de données, elles seront tellement peu nombreuses qu'elles ne vont pas s'ajuster à une loi. Et donc on va demander au minimum d'avoir 30 données, d'avoir un effectif total supérieur à 30. Et on veut aussi que les catégories soient assez significatives, qu'il soit censé y avoir suffisamment de monde dans chacune de ces catégories. Le test du Ki 2, tous les calculs d'après seront faussés si on a des petites catégories totalement insignifiantes et que ça ne sert à rien de diviser en autant de catégories. D'accord ? C'est pourquoi la deuxième condition est que tous les effectifs théoriques soient supérieurs ou égaux à 5 pour avoir des catégories suffisamment grandes pour qu'elles ne nous faussent pas les calculs qui vont suivre. Si par exemple vous répartissez la population française suivant, ou un panel de la population française, peut-être 100, 150, 200 personnes que vous avez obtenues suivant leur rémunération, eh ben, ça ne va pas servir de répartir suivant les catégories entre 4 000 et 5 000 euros mensuels, puis entre 5 000 et 6 000, puis entre 6 000 et 7 000, puis entre 7 000 et 8 000. Il vaut mieux regrouper ces catégories-là pour en faire une plus grande, puisque les effectifs vont être trop petits dans ces catégories et ça va nous fausser les calculs. Donc on demande que les effectifs théoriques soient tous supérieurs à 5, tous un par un. Il ne doit pas y en avoir un seul qui est plus petit que 5. C'est pas que leur somme est supérieure à 5, ils doivent tous être supérieurs à 5. Donc maintenant, là on voit sur notre exemple que les deux conditions sont vérifiées, donc on va pouvoir continuer le test du Ki 2 parce que l'effectif total vaut 500 et donc il est plus grand que 30. Et si je regarde toute la ligne des effectifs théoriques, j'en ai pas un qui est supérieur à 5, qui est inférieur à 5. Alors si la première condition n'est pas vérifiée, tout s'arrête, on ne peut plus continuer. Si la deuxième condition n'est pas vérifiée, alors on va avoir tendance à se dire, est-ce que j'aurais pas mis trop de catégories inutiles? Est-ce que je peux pas en regrouper pour avoir des catégories un petit peu plus grandes pour faire passer les effectifs théoriques au-dessus de 5? Donc si les effectifs théoriques sont plus petits que 5, si certains des effectifs théoriques sont plus petits que 5, ce qu'on va faire, on va pas abandonner le test, on va essayer de regrouper les catégories pour avoir plus de catégories qui soient plus significatives, pour avoir moins de catégories, mais qui soient plus significatives, et jusqu'à ce que toutes les catégories aient des effectifs théoriques supérieurs ou égaux à 5. Pas en grouper trop, sinon on va perdre trop de précision, mais on va regrouper ce qu'il faut pour que tout soit supérieur ou égal à 5. Donc le test ne s'arrête pas si la deuxième condition n'est pas vérifiée. Il faut regrouper des catégories et réduire un peu les colonnes du tableau. Par exemple, au lieu de faire une colonne 4 étoiles et une colonne 5 étoiles, on les regrouperait en une seule colonne 4 ou 5 étoiles, en additionnant les effectifs observés et en additionnant les effectifs théoriques. Voilà comment on grouperait des catégories. On peut très bien en regrouper 3, en regrouper 4, en regrouper 10 si on a des tableaux très grands. Donc voilà comment on ferait si la deuxième condition n'était pas réunie, n'était pas vérifiée, Donc voilà pour les deux premières étapes du test du Ki 2. Dans la vidéo suivante, on verra la troisième.